Quand les sourires mesurés des diplomates précèdent le fracas des bombes, de quoi Moscou veut-elle vraiment convaincre le monde? Cette nuit-là, la Russie et les États-Unis venaient à peine de conclure des négociations secrètes dans la capitale russe. Quelques instants après, le ciel au-dessus d'Odessa s'illuminait d'explosions. Coïncidence ou message? Les observateurs hésitent, mais tous sentent que quelque chose d'inédit se joue. Pour comprendre la portée de cette nuit, il faut s'arrêter sur un point fondamental. La diplomatie, surtout à ce niveau, n'est jamais le fruit du hasard. Dans l'histoire récente, les gestes symboliques ont souvent précédé des bouleversements majeurs. Par exemple, le sommet de Yalta en 1945 entre Roosevelt, Churchill et Staline a officiellement scellé le sort de l'Europe durant la guerre froide. Les accords paraissaient en technique, mais ils cachaient eux des ambitions territoriales et idéologiques dont les conséquences se sont fait sentir pendant des décennies. De la même façon, chaque sourire, chaque poignée de main à Moscou cette nuit-là était porteur de sens cachés, de promesses ou de menaces à peine voilées. La concordance presque parfaite entre la fin des pourparlers russo-américains, 5 longues heures derrière des portes closes, et le début des frappes sur Odessa trouble les analystes. Alors que des émissaires affichaient jusqu'alors des visages rassurants et un optimisme prudent, Moscou lançait soudain une vague de drones et de missiles sur les ports de la mer Noire. Il est difficile, voire impossible, de croire à la coïncidence pure. Ce brusque revirement n'est pas anodin. Il ne s'agit pas uniquement de cibler une ville stratégique, la Russie semble chercher à redéfinir tout l'équilibre régional. Odessa, symbole et verrou maritime, devient l'épicentre d'un affrontement où se jouent à la fois le destin de l'Ukraine et la stabilité de la mer Noire. Mais l'enjeu dépasse largement les frontières ukrainiennes. C'est la sécurité de l'ensemble de l'Europe de l'Est qui vacille, tout comme la continuité des approvisionnements énergétiques et la crédibilité des valeurs démocratiques. Ignorer la portée de cette nuit, c'est risquer de sous-estimer une transformation géopolitique majeure dont les répercussions pourraient bouleverser l'économie mondiale et l'équilibre régional. Pour mesurer la gravité de la situation, il faut revenir pas à pas sur cette nuit à haut risque et décrypter les forces qui s'affrontent dans l'ombre. L'histoire regorge d'exemples où des négociations secrètes ont précédé des bouleversements retentissants. La crise de Cuba en 1962, par exemple, où la diplomatie de l'ombre entre Kennedy et Khrouchtchev a évité de justesse une guerre nucléaire. Mais ici, c'est le chemin inverse. La parole précède la violence, comme si chaque mot retenu dans le secret devait se traduire par un acte sur le terrain. La chronologie précise de cette nuit explosive révèle des choix stratégiques millimétrés. Qui tire vraiment les ficelles et pourquoi maintenant? Que s'est-il réellement dit au cœur du Kremlin, ce soir-là où l'attention mondiale était détournée? Derrière des rideaux, 4 hommes se sont isolés, conscients que chaque mot pouvait redessiner la carte de l'Europe de l'Est. Vladimir Poutine, flanqué de Kirill Dmitriev, son discret émissaire, fait face à Jared Kushner, redoutable négociateur américain, et Steve Witkoff, homme d'affaires dont l'influence s'étend des marchés au ministère. La présence de ces acteurs ne laisse aucun doute. Il ne s'agit pas d'une simple réunion diplomatique, mais d'une confrontation d'intérêts colossaux, politiques et financiers entremêlés. Pendant près de 5 heures, sans témoin ni note, ils pèsent chaque phrase, mesurent chaque silence. Les enjeux dépassent de loin la rhétorique officielle. On se souviendra qu'en 1977, lors des accords de Camp David, les discussions entre Israël et l'Égypte, orchestrées par Jimmy Carter, avaient abouti à un accord de paix historique, mais seulement après des heures de négociations tendues, à l'abri des regards. Ce qui trouble le plus, c'est le mutisme absolu du camp américain. Ni Kouchner ni Witkoff ne soufflent un mot, aucune fuite, aucun commentaire, rien à disséquer pour la presse. Ce silence n'est pas un oubli. Il trahit la dangerosité des compromis discutés, des accords si explosifs qu'un simple mot pourrait en déstabiliser l'édifice fragile. Dans l'histoire, ce type de mutisme a souvent précédé des basculements majeurs. On pense à la conférence de Munich en 1938, où les tractations secrètes ont abouti à la partition de la Tchécoslovaquie, un acte dont les conséquences ont été dramatiques. À l'opposé, la Russie distille habilement un message codé. Kirill Dmitriev se contente d'évoquer un échange productif. Dans la langue feutrée de la diplomatie, ce terme pèse lourd. Il suggère que des lignes ont bougé, que des tabous ont été brisés. Derrière ce mot, des décisions majeures peuvent se cacher, prêtes à bouleverser les équilibres régionaux. C'est un schéma classique. On se rappelle la façon dont l'URSS communiquait sur les pourparlers de Vienne dans les années 70, où chaque mot choisi était le fruit d'un calcul précis. Au centre des tractations, un enjeu se détache,
l'économie. Les débats ne se limitent pas aux frontières de l'Ukraine ni aux cartes des généraux. Et ils s'étendent à des méga-projets, à l'accès au marché, à la répartition des ressources énergétiques, aux routes commerciales stratégiques. Chaque partie cherche à capter la plus grande part du gâteau, quitte à en changer les règles. L'exemple du gazoduc Nord Stream, construit après des années de négociations ardues entre Berlin et Moscou, illustre ce type d'enjeu où économie et géopolitique se confondent. Dans l'ombre, le peuple ukrainien, les citoyens européens, même certains hauts responsables occidentaux, restent tenus à l'écart. Quand l'essentiel se décide à huis clos, il ne reste aux populations qu'à attendre, suspendues à la moindre rumeur, impuissantes face à ce jeu d'influence qui les dépasse. Le sentiment d'être exclu du processus décisionnel rappelle celui des peuples d'Europe de l'Est à la veille de la dislocation du bloc soviétique. Sous les sourires crispés et les formules de façade, c'est une partie d'échecs qui se joue. Chaque pion, chaque pays peut être sacrifié pour protéger des intérêts supérieurs. L'Ukraine, autrefois symbole de résistance démocratique, risque de n'être plus qu'un jeton dans une négociation où se troque un principe contre dividendes stratégiques. Cette logique sacrificielle n'est pas nouvelle. Lors de la conférence de Yalta, la Pologne avait vu ses frontières redéfinies sans qu'un seul représentant polonais n'ait voix au chapitre. Mais la diplomatie n'était qu'un masque. À peine les portes refermées, une autre partie s'engage déjà, sur un terrain plus brutal, loin des regards, où la violence va parler. C'est une constante de l'histoire, les accords de paix les plus fragiles ont souvent été suivis ou précédés par un sursaut de violence destiné à renforcer les ultimatums. À l'aube, la première salve de missiles s'abat sur Odessa. La guerre s'invite, implacable, pour imposer sa loi là où la parole n'a pas suffi. Cette séquence rappelle l'expérience de la crise du Kosovo en 1999, où les négociations diplomatiques avortées avaient immédiatement laissé place à des bombardements massifs. 0h 58 minutes. Un souffle incandescent traverse Odessa. La ville, carrefour stratégique de la mer Noire, s'éveille dans le fracas métallique d'une attaque coordonnée. Car ce n'est pas Odessa seule qui flambe. Dans la même minute, tous les ports ukrainiens du sud sont frappés, comme si une main invisible tentait d'arracher l'Ukraine à son littoral. Cette simultanéité n'est pas anodine, elle rappelle l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941, où la coordination des frappes avait pour but d'anéantir toute riposte. La première vague ne fait aucun bruit. Des essaims de drones glissent sous les étoiles, sondant les défenses, cherchant la moindre faille. Leur mission: forcer les batteries ukrainiennes à tirer, à gaspiller leurs munitions, à s'épuiser dans la confusion. Cette technique d'épuisement des défenses a déjà été observée lors de la bataille de Grozny en Tchétchénie, où la Russie utilisait des attaques feintes pour pousser les défenseurs à la faute. Quelques instants plus tard, la deuxième vague frappe. Cette fois, ce sont des missiles de croisière, précis comme des scalpels, qui découpent la nuit. Ils visent dans les centres névralgiques de la défense, neutralisant radars, centres de commandement, voies de repli. Là encore, la stratégie s'inspire de modèles historiques. Lors de la guerre du Golfe en 1991, les forces de la coalition avaient systématiquement neutralisé les infrastructures irakiennes avant toute opération terrestre. Très vite, un terminal portuaire majeur est réduit à l'état de cendres. Les entrepôts brûlent, la lumière des incendies grimpe jusqu'au ciel. Derrière, les routes, les dépôts logistiques, les nœuds de communication subissent le même sort. L'objectif est limpide: briser la chaîne d'approvisionnement, isoler l'armée ukrainienne, couper toute possibilité de renfort extérieur. Cette tactique de l'étouffement rappelle le siège de Sarajevo dans les années 90, où la ville avait été isolée du monde pendant des mois. La stratégie est assez froide, calculée. Il s'agit d'user, de fragmenter les forces ukrainiennes et d'asphyxier économiquement le pays. Chaque impact sonne comme un avertissement. La stabilité de l'Ukraine vacille, et avec elle celle de toute l'Europe orientale. À Kiev, l'onde de choc est immédiate. Dans les couloirs du pouvoir, la tension devient électrique. Les rumeurs vont bon train. Certains hauts responsables murmurent déjà leur démission, d'autres cherchent des issues de secours. Près du président, la peur grandit que la crise militaire se transforme en chute politique. L'histoire se répète. Lors du coup d'État de 1968 à Prague, les élites de Tchéque s'étaient également retrouvées désemparées face à la rapidité des événements. En quelques heures, la souveraineté elle-même chancelle. La fermeture des ports coupe l'Ukraine de ses marchés, étrangle ses exportations. Chaque missile réduit la capacité de résistance. Chaque explosion rapproche un peu plus la nation du gouffre. Pour l'Ukraine, c'est une question de survie pure. Ce type d'asphyxie économique a été expérimenté lors du blocus de Berlin en 1948,
où la ville ne devait sa survie qu'à un pont aérien occidental exceptionnel. Ces attaques ne sont pas de simples représailles. Elles s'inscrivent dans une stratégie plus vaste, où diplomatie secrète et pression militaire s'entremêlent pour redéfinir l'équilibre du continent. On assiste à une forme de diplomatie coercitive, où la force vient appuyer ou contredire la parole. C'est un schéma que l'on retrouve dans la doctrine chinoise autour de Taïwan, où chaque sommet diplomatique s'accompagne d'exercices militaires massifs. Mais dans l'ombre des négociations, d'autres acteurs s'agitent. Les capitales occidentales, prises de court, doivent choisir, intervenir ou accepter un nouvel ordre imposé par la force. Ce dilemme rappelle la crise des Sudètes en 1938. Fallait-il résister à la pression allemande ou céder pour préserver une paix précaire ? Mais si la véritable partie ne se jouait plus sur les ruines d'Odessa, mais dans l'ombre, autour d'une table invisible où l'Ukraine n'est plus qu'une pièce sur l'échiquier, tandis que les regards du monde restent rivés sur les décombres, Washington et Moscou s'affrontent dans un duel de calcul froid où chaque mouvement rebat les cartes de tout un continent. Aujourd'hui, les États-Unis et la Russie négocient sans détour. Chacun défend ses intérêts matériels, et la question ukrainienne n'est plus qu'un paramètre dans une équation tentaculaire, bien au-delà des discours officiels sur la liberté ou la souveraineté. Désormais, il s'agit d'une méga-affaire. Contrats énergétiques colossaux, accès stratégique à la mer Noire, contrôle de nouvelles routes commerciales, tout cela entremêlé au sort de Kiev. Cette obsession pour les routes commerciales rappelle la rivalité entre l'Empire britannique et la Russie au XIXe siècle, lors du Grand Jeu en Asie centrale. Le déclic a eu lieu lors de l'incident maritime du 2 décembre. Dans l'indifférence générale, ce fait divers a déclenché une doctrine russe inédite. Depuis, le Kremlin affiche sans détour son objectif ultime, couper Kiev de tout accès à la mer. Cette décision radicale condamnerait l'Ukraine à l'asphyxie économique et militaire, marquant un point de non-retour pour sa souveraineté. À Washington, la logique est tout aussi glaciale. Pour les stratèges américains, l'Ukraine n'est désormais plus le centre du jeu, mais un levier pour peser dans de futures négociations sur des marchés immenses. Les grands principes s'effacent devant la perspective de contrats économiques gigantesques et de nouveaux équilibres stratégiques à l'échelle euro-atlantique. On retrouve ici le même cynisme qui a prévalu lors des négociations de Bretton Woods en 1944, où la refonte du système monétaire mondial s'est faite sur la base des intérêts des plus puissants. Le danger est immense. Si la dynamique se poursuit, l'Ukraine pourrait perdre à jamais son accès au monde maritime. Cela reviendrait à sacrifier sa capacité à commercer, exporter ses ressources et se défendre. Priver Kiev d'un débouché sur la mer, c'est signer la fin d'une Ukraine souveraine telle qu'on la connaissait. Les prochaines semaines seront décisives, au carrefour de ces intérêts croisés. La puissance militaire soutient désormais les promesses diplomatiques et le destin d'une nation s'écrit dans le silence des bureaux feutrés, loin des cris d'alerte de la population. Désormais, l'avenir de la région se joue moins sur le terrain que dans l'arithmétique glacée des puissances qui la convoitent. Mais une question demeure. Jusqu'où iront ces puissances pour imposer leur vision ? Car à chaque tractation, l'équilibre de l'Europe de l'Est vacille un peu plus. On peut s'inspirer des exemples passés pour comprendre ce qui pourrait advenir. En 1956, la Hongrie a tenté de s'émanciper de la tutelle soviétique. Les compromis secrets entre grandes puissances ont abouti à une répression sanglante, tandis que l'Occident détournait le regard pour ne pas compromettre d'autres intérêts. Les méga-transactions géopolitiques condamnent-elles déjà, en silence, le sort de millions d'Ukrainiens ? Derrière des portes closes, des accords se trament, bouleversant la vie de tout un peuple sans que personne n'ose prononcer la vérité à voix haute. 3 axes redéfinissent aujourd'hui le jeu. Les négociations secrètes entre le Kremlin et Washington, la stratégie d'asphyxie maritime menée par la Russie et l'instabilité croissante du pouvoir à Kiev. Ces dynamiques s'entrelacent, transformant l'Ukraine en pion sacrifiable sur l'échiquier des grandes puissances. La fermeture imminente de la mer Noire pour l'Ukraine n'a plus rien d'une simple menace. Elle s'annonce comme une mutation radicale. Le pays risque de devenir un territoire enclavé, entièrement dépendant des routes terrestres passant par la Pologne, la Roumanie ou la Slovaquie. Les conséquences sont vertigineuses. Exportations agricoles piégées, industrie étranglée et marché de l'emploi frappé en plein cœur. Un scénario similaire s'est produit au Soudan du Sud, devenu enclavé après sa séparation, avec des difficultés économiques majeures pour exporter son pétrole. Mais ce séisme ne s'arrête pas à la frontière. Si l'Ukraine perd son accès maritime, c'est toute l'Europe qui vacille.
chaînes logistiques brisées, flux de matières premières menacés et une vague migratoire qui enfle déjà. Pour les économies européennes, chaque journée de blocus coûte cher et accentue l'insécurité. L'histoire des blocus commerciaux, comme celui imposé à Cuba dans les années 60, montre à quel point les répercussions peuvent être durables et imprévisibles. Face à cette situation, la réaction américaine se teinte de pragmatisme et de fatigue. Le cynisme géopolitique supplante peu à peu la solidarité affichée au début du conflit. À Washington comme à Bruxelles, on calcule désormais les coûts et les gains, cherchant à éviter l'enlisement tout en protégeant ses propres intérêts stratégiques. À Kiev, l'atmosphère vire au chaos. Les rumeurs d'un départ imminent de Volodymyr Zelensky se multiplient. Démissions en cascade, panique au sein de l'élite. Chacun cherche une issue, conscient que des accords conclus loin de Kiev risquent de sceller leur destin, bien au-delà de leur marge d'action. Ce climat rappelle la panique qui régnait à Kaboul en août 2021, lorsque le retrait américain a précipité la chute du régime. Ce qui se joue ici dépasse la guerre ou la diplomatie. Il s'agit d'un nouveau pacte social imposé de l'extérieur. Ignorer les coulisses de ces accords, c'est accepter que des intérêts privés ou de grandes puissances décident de l'avenir de nations entières, sans débat ni consultation des premiers concernés. L'exemple de la partition de l'Inde en 1947, décidée en quelques mois par les Britanniques, illustre la violence et la rapidité avec lesquelles de tels choix peuvent redessiner la carte du monde. Dès lors, une question s'impose. Comment ne pas rester spectateur ? Faut-il se contenter d'observer ou tenter de comprendre, d'anticiper, voire à notre échelle d'agir face à cette nouvelle réalité ? Pour s'informer, il est fondamental de multiplier les sources, de croiser les analyses, de ne pas se laisser submerger par les seules images spectaculaires ou les narratifs officiels. Suivre des médias indépendants, lire les rapports d'ONG, écouter des experts issus de divers horizons. Autant de gestes simples pour rester acteur de l'actualité et non simple consommateur. À l'échelle individuelle, chacun peut aussi interpeller ses élus, soutenir des associations de défense des droits humains ou contribuer à des campagnes de solidarité avec les civils touchés par le conflit. L'histoire a montré que la mobilisation de la société civile, même à distance, peut infléchir le cours des événements. Le mouvement Solidarność en Pologne dans les années 80 a fini par ébranler le régime communiste grâce à la pression populaire et à la solidarité internationale. Mais pour comprendre comment ce basculement s'est imposé, il faut revenir sur l'enchaînement précis des événements. Diplomatie secrète, frappe massive sur Odessa et l'effet domino qui s'ensuit. Ce schéma rappelle celui de la guerre de Corée, déclenchée après de longues tractations secrètes et des mouvements militaires soudains, bouleversant tout l'équilibre régional. Quand les grandes puissances négocient à huis clos, mais frappent au grand jour, qui façonne réellement l'avenir de l'Europe ? Cette question lourde de conséquences s'adresse à chaque citoyen, bien au-delà des diplomates ou des militaires, car la guerre se fait sentir partout, visible et invisible à la fois. Les récentes frappes sur Odessa sont un signal brutal. L'Ukraine cesse d'être actrice pour devenir terrain de jeu. Ici, les règles sont écrites par d'autres, loin de ceux qui en paient le prix. La diplomatie, autrefois dernier rempart, se mue parfois en préambule discret à la violence. L'histoire du Proche-Orient regorge de tels exemples, où les accords de Camp David ou d'Oslo n'ont pas toujours empêché la reprise des hostilités. Quand Moscou et Washington ferment les portes, les sirènes d'Odessa se chargent de les rouvrir, révélant une autre réalité. Il n'est plus besoin d'être expert pour comprendre que souveraineté, sécurité et espoir démocratique se marchandent désormais dans l'ombre. Ce constat était déjà celui des dissidents soviétiques qui dénonçaient la realpolitik des années 70. L'Europe de l'Est devient le théâtre d'un troc, stabilité énergétique contre réputation politique, avenir d'un peuple contre avantage à court terme. Chaque silence, chaque compromis caché érode un peu plus les valeurs communes déjà fragiles. L'exemple de la crise des migrants à la frontière biélorusse en 2021 a montré à quel point des calculs cyniques pouvaient prendre le pas sur la solidarité. Rester passif, c'est accepter d'être relégué au rang de spectateur, de se réveiller un matin avec des frontières effacées, des alliances bouleversées et des principes échangés sans recours. C'est risquer de voir son destin dicté par d'autres, de perdre non seulement la voix, mais aussi la mémoire de ce qui comptait vraiment. L'histoire de l'Europe est jalonnée de ces réveils douloureux, de la Tchécoslovaquie à la Yougoslavie. Être vigilant, c'est refuser le confort de l'indifférence et la tentation du cynisme. Cela exige de s'informer, de questionner, de ne pas succomber à la fatigue devant la complexité.
car ce qui se joue à Odessa, à Moscou, à Washington, dessinera durablement la carte du pouvoir et des droits en Europe. Il faut se rappeler que lors du printemps de Prague, ce sont les étudiants et les intellectuels qui ont osé défier la fatalité, refusant le silence malgré la répression. Il serait facile de détourner le regard, de croire que cela ne concerne que les autres, que les décisions des puissants n'atteindront jamais notre quotidien. Mais l'histoire récente enseigne que nulle frontière n'est définitive. La prochaine onde de choc pourrait bien tout bouleverser, ici même. La pandémie de 2020 a prouvé à quel point le monde est interconnecté, et comment une crise peut rapidement franchir toutes les frontières. Alors qui écrit l'avenir de l'Europe ? Peut-être ceux qui, aujourd'hui, refusent le silence, ceux qui s'informent, qui interpellent, qui s'engagent, même modestement. Car la vraie force ne réside pas seulement dans les missiles ou les traités, mais dans la volonté de chacun de rester acteur de son destin. Comme le disait Václav Havel, l'espoir n'est pas la conviction que quelque chose finira bien, mais la certitude que cela a un sens, quoi qu'il advienne. Chacun de nous, par son engagement, sa vigilance et sa mémoire, peut contribuer à écrire une autre page de l'histoire européenne, une page où les peuples ne seront plus de simples pions, mais redeviendront auteurs de leur propre destin.